Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Lock Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Lock Invest. Et aujourd'hui, je suis encore super heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode que j'enregistre une deuxième fois parce que je n'avais pas les micros de brancher, donc c'est super, je perds pas du tout mon temps là. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même heureux de le refaire. Je le fais en plus in extremis, donc voilà, j'ai vraiment en plus pratiquement rien préparé, j'ai juste quelques questions et deux trois petites choses t'annoncer, mais voilà, donc tout ça pour dire que je maintiens le cap de mes épisodes tous les 15 jours pourvu que ça dure, et en attendant, je tiens quand même à remercier les nouveaux abonnés, donc merci aux nouveaux abonnés, donc qui sont Jean-Charles, Nouveau Chapitre 8, BFC, Hygiène 68, Chicken Steph 13 et Enita 2308. Donc merci à la communauté qui continue de grossir malgré ma petite audience et malgré le fait que je pense que je suis pas du tout un influenceur, mais je suis quand même content d'apporter ma petite pierre à l'édifice, surtout quand je vois que les recherches que je fais et pour les podcasts et les vidéos que je consulte sur le net, eh bien les autres personnes ne le font pas forcément, surtout sur certains textes de loi qui ne sont pas diffusés, surtout que dans la communauté de l'investissement immobilier, je pense que c'est bien de se refiler les informations, donc je suis content d'être une source d'information unique et qui ne copie pas sur les autres. Au-delà de ça, en plus des personnes qui m'ont contacté sur les réseaux pour que je les aide. Donc vous n'oubliez pas, il faut m'envoyer dossier pour que je vous aide sur les dossiers bancaires. D'ailleurs, on va reparler un peu de ça, mais avant ça, j'ai quelqu'un qui s'appelle Marco. Donc je suppose que tu écoutes le podcast parce que tu m'as envoyé un message. Alors je suis désolé, je ne t'ai pas répondu. Tu m'as envoyé un message, je l'ai vu au bout de 2 ou 3 semaines parce que je n'ai pas les notifications et j'ai oublié de regarder les notifications sur mon Instagram parce que si vous ne m'avez jamais envoyé de message, je n'ai pas les notifs, et donc si je ne check pas, étant donné que quand je suis rentré de France, depuis ce jour-là, je travaille à peu près 14 heures par jour sur de gros projets, eh bien je suis désolé, mais je suis un peu en retard sur les personnes qui m'ont contacté. Donc du coup, pour revenir à cette personne, tu m'as envoyé DM par message. Je suppose que tu voulais peut-être dire dossier, parce que pour moi, DM, en fait, ça veut rien dire. Mais si tu veux que je t'aide sur le dossier bancaire, n'hésite pas à me renvoyer dossier. Ça fait partie des petites choses dont je ne m'occupe pas en ce moment, enfin des petits cailloux que j'ai dans la chaussure, parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Et voilà, donc je me suis dit, autant en parler dans le podcast, au moins tout sera clair et tout sera dit. Donc au-delà de tout ça, en parlant des documents bancaires, j'ai un énorme projet qui me prend beaucoup de temps, en plus de l'immobilier que j'ai à gérer, qui fait que là, je suis obligé de monter un dossier bancaire pour un rachat d'entreprise. Donc c'est une corde supplémentaire que j'ai à mon arc. Donc pour les gens qui me contactent pour le rachat de biens immobiliers, je vais aussi pouvoir vous aider sur le rachat d'entreprise. Étant donné que je suis en plein milieu de cette phase, j'ai une courtière en prêt immobilier qui m'a contacté, alors en prêt immobilier et en prêt professionnel pour le rachat d'entreprise, qui a souhaité m'embaucher, qui du bouche à oreille m'a contacté
a pris connaissance de mon existence, pour faire simple. Donc j'ai eu un entretien, j'ai, poliment, décliné la proposition d'embauche. Alors, juste pour t'expliquer comment ça se passe, c'est un peu comme des agents immobiliers. Ils te disent: «OK, ben venez, bosser pour moi, il n'y a pas de salaire». C'est un peu comme des agents commerciaux. Il y a une formation à suivre, donc j'ai décliné tout ça parce que je n'ai pas du tout le temps, mais on est quand même resté en contact parce que j'avais peut-être des clients à lui fournir au besoin et au-delà de ça, j'avais aussi le fait d'avoir de garder contact pour, consulter les documents qu'ils utilisaient. Alors, j'ai eu la bonne surprise, du coup, de pouvoir demander et consulter, les documents bancaires que eux ils utilisent. Donc j'ai pu avoir accès à leurs documents, ce qui m'a permis aussi de comparer aux documents, bancaires que j'ai, créés moi pour le rachat d'entreprise. Alors le corps et on va dire tout le squelette est identique, donc en gros ce que demande la banque et l'ordre dans lequel, il est structuré est identique par rapport à ce que les courtiers font. En revanche, comparé à mon dossier bancaire, je trouve que le mien est beaucoup plus avancé, beaucoup plus exploité, dans le bon sens. Alors il est tout aussi simple à lire, mais, je sais pas comment dire, mais rien qu'au niveau des photos, la mise en page, heu, tout le corps du texte est beaucoup mieux présenté que ce qu'un courtier fait. Donc je suis quand même content de me dire que je n'ai pas eu besoin de me former auprès d'eux pour avoir un résultat qui est quand même meilleur que, les professionnels qui sont sur le marché. Et quand je me dis que ces professionnels arrivent à avoir les financements, pour leurs clients, avec ce type de document, je me dis que rien qu'avec les miens, je comprends pourquoi les banques, me disent que, les documents bancaires que je leur fais est beaucoup mieux que, les documents que eux ils font. Alors cela s'explique aussi par le fait que, Heu, de façon, on va dire, très cartésienne, moi, je mets mon âme, je vis vraiment le truc, comme si c'était mon dossier bancaire et c'est parce que les dossiers bancaires que j'ai créés de base, c'était pour moi et je les ai créés pendant plus de 10 ans, je les ai améliorés. Alors que eux, c'est plutôt: «OK, on a des clients, on en a, 10, on va essayer d'en faire passer 5, 6 et peut-être 7, quelques mauvais en échange, on met quelques bons et en fait, il faut un mix de tout ça et c'est plus l'usine et ils ont, on va dire, un canevas. Sauf que moi, j'ai le même type de canevas, sauf que j'ai mis vraiment mon âme, mon sang, j'ai mis tout ce que j'avais à l'intérieur pour optimiser et avoir les financements bancaires, en partant de zéro, rien qu'en ayant le SMIC. Alors ça, c'est pour les dossiers bancaires, qui concernent l'immobilier, mais pour le rachat d'entreprise, c'est pareil, sauf que, là, les finances, là, la banque ne va pas regarder vraiment ton patrimoine actuel, elle va quand même y jeter un coup d'œil, mais, suivant l'entreprise que tu rachètes, ça ne peut être qu'une déclaration sans forcément justificatif. Alors tu te dis: «Ça peut être fou de se dire ça», mais elle va regarder surtout le projet que tu finances et donc si dans ton projet, tu vas, recevoir, je dis n'importe quoi, 2 000 € net par mois que tu vas pouvoir te payer parce que l'ancien dirigeant, c'est que lui, il reçoit, voire il reçoit plus et toi, par mesure de sécurité, tu reçois, on va dire, 2 000 € alors que le dirigeant actuel reçoit 4 000 €. Les 2 000 € toi, vont te permettre de payer le crédit actuel eh bien, en fait, la banque ne va pas regarder les revenus que tu as personnellement parce que elle va considérer que tu vas vivre grâce à ton entreprise que tu rachètes, donc grâce au projet. Ce qui fait que ça change complètement la donne par rapport au financement bancaire pour les prêts immobiliers. Tu peux, ne pas arriver à te faire financer un prêt immobilier à, 100 000 € et arriver à te faire financer une entreprise que tu rachètes pour 400 000 €. La différence, c'est que la banque regarde beaucoup plus le projet et se dit: «OK, bien, l'entreprise, c'est comme s'il se rachetait, en gros, son propre job», donc c'est carrément le cas. Ils vont juste regarder quand même tes antécédents, ça, c'est la grosse différence aussi avec, les documents bancaires, qui concernent l'immobilier à ceux du rachat d'entreprise, c'est que ils vont te demander ton CV, ce qu'ils ne te demandent pas forcément dans, l'investissement immobilier. Alors moi personnellement, c'est quelque chose que je faisais déjà, quand je consultais les nouvelles banques, je faisais déjà un CV de,
mes antécédents de mes achats et mes reventes immobilières pour les banques qui ne me connaissaient pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si tu rachètes, une entreprise, je dis n'importe quoi dans le BTP, eh bien, il va falloir que tu prouves que tu as déjà eu, des postes de management et dans le domaine d'activité que tu rachètes de préférence. Si tu as déjà racheté d'autres entreprises, bon, tu es déjà passé par là, mais tu n'as plus besoin de ce type de CV où tu connais le type d'entreprise. Là, ils vont te demander des CV plutôt de management d'entreprises que tu as déjà possédées, même si ce n'est pas dans le même domaine. À partir d'un certain niveau où tu as, on va dire quelques 3, 10, 20, 50 employés, qui ont été sous tes ordres. Ils vont regarder, comment est-ce que tu as géré tes précédentes entreprises et peu importe le domaine d'activité, ils seront prêts à te financer. Là, ils financent vraiment par rapport à la personne. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut que tu apprennes aussi à te présenter à la banque et que tu apprennes à faire des CV, vraiment bien structurés. Alors là, actuellement, c'est exactement ce que je monte, comme dossier bancaire. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux que je t'aide pour ce type de document. Donc comme je l'avais dit dans des précédents podcasts, les premières consultations que je vais faire seront totalement gratuites. Alors au lieu de faire une formation comme je voulais faire à la base, suite à la consultation d'un coach, parce que oui aussi moi personnellement je me fais coacher, eh bien, j'ai décidé, pour les premiers en fait, au lieu de faire la formation, même si j'ai déjà commencé à la tourner, que j'ai les premières vidéos, je vais préférer suivre les personnes, au jour le jour et les coacher. Donc les premières consultations seront, gratuites. Le but, c'est que en échange de cette gratuité pour les premiers, vous m'autorisez à vous filmer, moi et en échange, je puisse le mettre moi sur mes réseaux. Donc c'est du gagnant-gagnant parce que moi, je vous donne du coup toutes mes compétences, toute mon aide. Vous, en échange, en fait, vous n'avez pas besoin de me payer et moi, ce que je retrouve en échange, c'est que, j'utilise du coup votre image. Alors on peut garder l'anonymat des personnes, mais je peux utiliser, nos consultations filmées pour, les utiliser sur mes posts Instagram, ce qui me fera de la publicité, me ramènera plus de clients. Et tu as compris que plus de clients, évidemment, ça fera plus de chiffres. Et j'hésite même peut-être même à rester sur ce type de consultation où je fais les premières gratuites, où je vous aide et c'est ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, me faire payer plus au résultat. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus, histoire que ce soit gagnant-gagnant, pour tout le monde. Là, le seul souci, c'est que je risque d'avoir, beaucoup plus de monde qu'actuellement. Alors là, actuellement, le souci que j'ai, c'est que c'est pas que j'ai personne, c'est que justement j'ai des gens qui me consultent, mais j'ai pas le temps de répondre forcément à tout le monde et de m'occuper de tout parce que, je suis actuellement, focus sur mon gros projet de rachat d'entreprise qui me prend, là actuellement 90 de mon temps, sachant que j'ai mon immobilier à côté à gérer. Donc, j'ai mes 30 lots, en plus de mes gros projets de rachat d'entreprise à gérer. Et il ne serait pas impossible aussi que, après mon rachat d'entreprise, je sois obligé de stopper, du coup, les aides que j'apporte aux gens sur, les crédits que je leur offre, pour, un certain temps. Alors là, le but, moi, de l'entreprise, c'est de racheter une entreprise qui est structurée, mais qui a un problème de vision et de croissance et en gros, pour faire simple, c'est de, l'automatiser pour pouvoir me, libérer du temps. Alors là, juste pour l'anecdote, les entreprises que j'ai consultées, j'ai trouvé des entreprises où les chefs d'entreprise travaillent 1 jour, pardon, par semaine dans leur entreprise. Donc quand tu trouves ce type d'entreprise et qu'elles sont facilement vendables et en plus négociables, autant te dire que, ce sont des opportunités sur lesquelles je te conseille d'aller. Donc, voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Insta si tu as des entreprises en vue ou même si tu souhaites vendre des entreprises. Étant donné que moi je ne prends pas de commission, je peux te retrouver, probablement des gens, via mon réseau qui souhaitent, racheter ton entreprise. Ça t'évite d'avoir les 10 de commission que tu payes via une autre personne parce que, moi je l'aiderai pas forcément à monter tous les documents, concernant ton entreprise. Bon, il faudra que là, dans ce cas-là, ce sera un peu différent. Je signerai quand même des lettres d'intention, enfin des lettres de, confidentialité pardon, plutôt que des lettres d'intention
et je pourrais aider les gens du coup à monter les dossiers bancaires et c'est là-dessus, évidemment moi je ne suis pas bénévole, c'est là-dessus que je ferai mon pain. Mais en attendant, comme je te l'ai dit, je travaille beaucoup là-dessus, donc je n'ai pas forcément le temps de m'occuper des dossiers bancaires actuellement parce que je suis vraiment focus là-dedans. Mais n'hésite pas à me contacter, je pourrais quand même t'aider. Donc, sans transition, on va parler un peu d'une question que j'ai reçue de la communauté dont j'aurais dû répondre déjà il y a 3 podcasts de ça, donc je vais m'en occuper tout de suite. Donc sans transition, parlons de la question que j'ai reçue. Donc, question d'un membre anonyme que l'on va appeler Julien. Donc voici la question de Julien. Salut, j'ai un immeuble où je prends que des locataires avec la garantie Visal. La garantie, elle, a toujours fonctionné avec plusieurs impayés, mais avec un locataire, je suis embêté. Il y a eu un petit dégât des eaux dans son appartement et elle n'a plus payé. Cela fait 1 an. J'ai voulu faire fonctionner la garantie Visal au bout de 2 mois, comme toujours, sauf qu'elle n'était plus couverte par la garantie Visal. Elle a réussi à se désinscrire, entre parenthèses. Je ne sais pas comment, je pense en montrant des photos du plafond abîmé par les dégâts des eaux. Je n'ai jamais eu ce souci avec elle auparavant, du coup j'ai laissé couler, sauf que maintenant, faut que j'arrête d'être trop gentil. Elle n'a plus d'emploi, un enfant fiché à la Banque de France depuis peu, j'ai enfin les APL depuis janvier. Avez-vous eu des cas similaires? Avez-vous une solution? Alors ça, ce sont toujours des cas, extrêmement difficiles à traiter parce que comme tu n'es pas sans savoir, les locataires ont le pouvoir sur les propriétaires et j'ai vu que tu m'as envoyé un second message où tu me dis que, alors touc touc touc, je perçois depuis janvier 420 €, donc ce sont les APL, sur un loyer de 690 € et elle vire 160 €, en plus, elle, de sa poche. Ce qui fait qu'il manque toujours 110 € par mois. Donc là, en fait, si tu veux, le cas devient encore plus difficile parce que en plus de là, ce qui est bien, c'est que tu reçois les appels. Alors, au cas où les gens ne seraient pas au courant, avant, quand tu avais un impayé, tu ne le déclarais pas parce que sinon les appels étaient coupés. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu reçois les APL. Là, dans le cas de Julien, le petit souci, c'est que elle paye 160 €, il reste 110 €. Donc, si elle ne payait rien du tout, tu pourrais la virer beaucoup plus facilement. Le seul souci, enfin là j'en vois déjà de gros, c'est que vu qu'elle continue à payer une petite partie, là, avant de la virer, tu en as un minimum pour 5 années. Voilà, je te le donne. J'ai déjà eu le cas sur un profil que j'ai consulté. La personne a mis 5 ans pour virer la personne parce que elle payait une toute petite partie du loyer. Donc tu as l'impression que c'est bien, mais en réalité, ça ne t'aide pas. Après, peut-être qu'elle est de bonne foi parce que c'est quand même quelqu'un qui a perdu son emploi. Elle a eu ce fameux dégât des eaux, du coup, elle n'a plus la garantie Visal. Voilà, c'est des problèmes, ce sont des incidents de vie, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus. Tu as de plus en plus de personnes qui finissent au chômage, de plus en plus de personnes qui finissent au chômage, mais pour elles c'est totalement normal. Parfois elles gagnent même plus au chômage que en allant travailler, donc pourquoi aller bosser? J'ai même ce cas moi personnellement où j'ai une fille, je lui ai proposé même du boulot à l'une de mes locataires et elle m'a dit: «Mais moi je gagne 2 200 € sans travailler, pourquoi est-ce que j'irai travailler pour un SMIC? Sinon je perds toutes mes aides». Qu'est-ce que tu veux que répondre à ça? Mais, dans ton cas, tu vas être, je te dis, tu peux déjà oublier le tribunal, tu vas en avoir pour 5 ans, tu vas te faire, des cheveux blancs, moi la personne que je connais qui en a eu pour 5 ans, aujourd'hui elle est partie à l'hôpital, parce qu'on a réussi, du coup enfin personnellement j'ai réussi à mes associés à virer cette personne au bout de 5 années. Petit souci, c'est que maintenant le propriétaire a des problèmes cardiaques et il est parti à l'hôpital. Donc là, ça amène des problèmes de vie aussi pour le propriétaire. Donc, quand tu me dis: «Il faut que j'arrête d'être gentil», mais en fait, ça, ce sont des choses que tu dois régler dès le départ. Je vois que tu as déjà eu, l'histoire d'avoir plusieurs impayés. Généralement, quand tu as eu, déjà des impayés sur d'autres biens, ça veut dire que la qualité déjà de tes locataires que tu choisis de base n'était pas forcément bonne et au-delà de ça, ça veut dire aussi que peut-être ton bien immobilier mérite d'être rénové. Donc là, on n'en a pas parlé dans la discussion, mais généralement c'est, bien pourri, locataire pourri. Ça arrive que tu tombes sur des locataires pourris même si tu as un bien exceptionnel.
c'est peut-être l'emplacement qui n'est pas bon, mais voilà, il faut peut-être aussi remettre ça en question. Là, c'est vraiment pour aller plus profond et c'est par rapport à mon expérience que je te parle. Mais là, actuellement, de toute façon, c'est pas le sujet parce que tu as le locataire en place et qui, en plus, a un enfant à charge. Alors, même s'il est majeur, parce que là, tu me dis qu'il est fiché Banque de France. Donc, je pense que ça doit être un jeune qui doit avoir dans les tout jeune majeur 18 à 20 ans. Et en plus, il est fiché Banque de France. Donc, ça va t'amener des problèmes supplémentaires parce que elle, il va falloir que elle l'aide, lui, à le faire vivre. Donc, pareil, j'ai déjà eu ce cas sur une mère qui avait des enfants qui, eux, n'avaient pas d'emploi. Du coup, elle gagnait un SMIC, elle devait payer le loyer, plus elle devait payer elle devait payer on va dire, la vie des enfants. Donc là, c'est vraiment le profil type où tu vas avoir des problèmes sur le long terme. Parce que pour la mettre dehors, si en plus elle a un enfant, il va falloir vraiment que tu t'arranges avec elle. Donc déjà, pour commencer, la dette, je te le dis tout de suite, tu peux t'asseoir dessus. Nous, la solution que l'on avait trouvée pour virer la personne, c'était d'effacer sa dette officiellement. À côté de ça, type de personne a des associations pour les reloger. Nous, on a trouvé une association qui allait la reloger et on lui a proposé d'effacer sa dette. Alors pour effacer sa dette, c'est simple, tu donnes une quittance de loyer et tu marques qu'il a payé ses loyers. Oui, c'est une méthode un peu de margoulin, mais tu es obligé de t'arranger. C'est mieux que d'aller au tribunal, même si au tribunal ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, au lieu de durer 5 ans, en fait, dans les 6 mois, en fait, tu peux faire en sorte à ce que la personne trouve un autre logement. Alors, l'autre logement, soit elle va trouver un autre logement chez un autre propriétaire, mais c'est comme se filer la patate chaude vers quelqu'un d'autre, parce que tu vas officiellement effacer sa dette parce que tu vas lui donner les quittances, donc elle va trouver un autre logement. Le petit souci, c'est que le prochain propriétaire, eh ben, va se choper la patate chaude et elle risque de recommencer si elle trouve pas de boulot. Donc, ça, c'est la première solution. Nous, la personne qui a été virée au bout de 5 ans, on était arrivé à un accord où on lui remboursait, du coup, on lui payait l'équivalent de 1 an de loyer. Je sais plus, il devait y en avoir pour un remboursement d'à peu près, de mémoire, on lui a proposé 15 000 €. Ouais, c'est ça. On lui a proposé 15 000 €. On était prêt à monter jusqu'à 30 000 €. Mais rien qu'avec les 15 000 €, la personne, le locataire actuel était d'accord. On lui dit, écoute, on te donne 15 000 € et ensuite, et on efface ta dette. Le locataire était d'accord, sauf que vu qu'on était en procédure juridique avec cette personne, on a réussi à la virer pour 0 €. Donc ça a duré quand même 5 ans, mais la personne s'est quand même fait virer. Et à la fin, il ne fallait surtout pas effacer la dette parce que sinon pour l'association n'allait pas lui retrouver un logement. Donc nous n'avons pas effacé la dette et en plus de ça, la personne du coup a pu être virée par les huissiers. Là de mémoire, il avait 30 jours pour récupérer ses affaires dans son appartement. C'est le 30e jour, c'était hier et il ne l'a pas fait. Enfin bon bref, tout ça pour dire que, voilà, il faut que tu t'arranges directement avec ton locataire. Le fait qu'elle te donne quand même tous les mois 160 € et non pas, que ce soit quelque chose d'irrégulier histoire de, enfin, pour des questions juridiques, je vais dire ça comme ça, je pense qu'elle est de bonne foi. Je pense qu'il va falloir que tu discutes avec elle, parce que si elle retrouve un job et que après elle peut payer le loyer au complet, je pense que tu vas pouvoir t'arranger pour retrouver de l'argent, mais ça va être très difficile. Le mieux, c'est que tu ne te fasses pas de cheveux blancs et que, tu t'arranges avec elle pour, la faire partir. Alors, on va dire que c'est pour la virer, mais en réalité, il va falloir surtout que tu gardes la communication. Arrêter d'être gentil, oui, ça c'est là on voit que c'est la première fois que ça t'arrive, même si tu m'as dit que tu avais déjà eu des impayés et que tu avais la garantie Visale. Le problème, c'est qu'avec la garantie Visale, le jour où tu as un impayé, eh bien, en fait, tu te reposes sur ça. C'est toujours, voilà, c'est toujours l'histoire de pas être responsable. Moi, je t'avoue que j'évite la garantie Visale, même si tout le monde te dit: «C'est bien, c'est super bien». C'est comme tout ce qui est, les CPF, les APL, tout ce qui concerne l'État. Je me rends compte que quand je m'en éloigne, si je prends des gens responsables,
j'ai 99% de problèmes en moins. Et moi, les impayés, depuis que j'ai mes biens immobiliers, à part un gros impayé où c'est une agence qui m'a mis pour le local commercial, mais ça on en reparlera parce que je l'ai recroisé cette personne la semaine dernière. À part ce type d'impayé, je n'ai pas eu d'énormes problèmes. J'ai déjà eu des retards d'impayés, j'ai eu quelques histoires comme ça, mais les impayés de ce type-là, euh, ça fait, euh, ça fait quoi, 13 ans que je fais ça à peu près? Oui, ça fait plus de 13 ans que je fais ça. Je n'ai pas eu ce type de problème parce que je sais comment les éviter. Et pour les éviter, en fait, je m'éloigne de tout ce qui se rapproche de l'État. Alors, c'est une mentalité. Je sais que ça plaît pas à tout le monde te vend la même chose. La garantie Visa, je sais que c'est très bien, même si moi je ne l'active jamais et que je ne l'utilise pour ainsi dire jamais. Je suis peut-être pas la bonne personne pour te parler justement de ce type de garantie, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que elle avait une garantie qu'aujourd'hui elle ne l'a plus. Là, tu m'as marqué que c'était par rapport aux photos du plafond et le fait que le bien soit insalubre. C'est vrai que si le bien devient insalubre, la garantie visale, de mémoire, se stoppe et d'ailleurs aujourd'hui la garantie visale, c'est peut-être parce que ta locataire est là depuis, 3 ans. Avant, ta garantie visale, elle fonctionnait parce que à partir du premier impayé et ce pendant 3 ans. Sauf que là, ça a changé, si ta locataire est là depuis plus de 3 ans, la garantie Visale s'arrête automatiquement. C'est-à-dire que si tu as ta locataire qui arrête de payer au bout d'1 année, qu'elle a un impayé, et bien en fait, ça fait déjà 2 ans. Donc c'est comme si tu as déjà consommé 2 ans. Donc la garantie Visale peut être activée encore durant 1 année. C'est c'est peut-être à cause de ça aussi que ça s'est arrêté. Surtout que là, tu me dis que ça fait 1 an. Déjà, tu as mis 2 mois pour essayer d'activer le truc. Tu te rends compte que maintenant, oui, je te garantis que tu n'es pas bénévole, donc tu n'es pas là pour être gentil. Heu, Tu peux même rappeler à ton locataire que tu n'es pas une banque. Quand quelqu'un te doit de l'argent ou te demande de l'argent, moi, la phrase que je dis tout le temps, c'est: «Je ne suis pas une banque». Il y a des établissements qui sont faits pour ça, qui sont faits pour te prêter de l'argent et rembourser tes dettes. Ce sont les banques, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton job. Toi, ton job, c'est offrir un logement décent en échange d'un loyer. Et en échange, la personne n'est pas obligée d'acheter un bien immobilier. Mais là, tu es en train de t'enliser dans quelque chose. Donc, c'est bien, tu as été gentil au début, mais évidemment, il faut arrêter tout de suite. Et là, beh, écoute, soit tu t'arranges avec elle directement. Moi, ce serait la première proposition. Le premier réflexe que je ferais, c'est tu t'y pointes et tu fais en sorte de t'y pointer assez souvent disons, devant son appartement. Heu, Même si tu y es souvent, ce n'est pas une agression, tu as le droit de rester devant chez toi, la personne n'a rien à dire. Par contre, elle va avoir une petite pression psychologique et va se dire: «Bon, par contre, là, il est derrière mon cul, il faut que je fasse quelque chose» et ça va l'aider le jour où tu vas lui dire: «Écoute, nous, on va trouver une solution, j'efface ta dette, mais tu t'en vas». Là, ça peut l'aider et s'il faut vraiment la payer, regarde les frais juridiques, tu regardes combien est-ce que ça te coûterait un avocat sur 5 années, ou allez, sur 3 ans si tu y arrives, mais bon, si là, elle a un enfant à charge, même s'il est majeur, bon, je te dis, t'en as au moins pour 5 ans, minimum. Donc tu regardes combien ça te coûte et alors oui, ça coûte de l'argent, il faut avoir l'argent, mais voilà, s'il faut, c'est comme en bourse, il faut prendre tes pertes. Donc essaye de discuter au maximum avec cette personne, ou alors tu lui dis: «Bon, ben, on fait une reconnaissance de dette et voilà et on s'arrange». Mais ce sera toujours mieux, parce que là, c'est vraiment une situation très critique, parce qu'elle n'est pas en mode squat, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de squatter chez toi. Donc la discussion, ce sera le point numéro un que je te donnerai. Tu ne peux pas virer quelqu'un, comme ça. Après concernant la garantie Visale, peut-être que tout n'est pas foutu, contacte justement cette garantie pour voir, le pourquoi du comment. D'ailleurs ça m'étonne que tu ne l'aies pas demandé, mais il faut vraiment que tu saches pourquoi est-ce que, ça n'a pas été fait. Mais à mon avis, c'est justement par rapport à ce dégât des eaux. Faut savoir que les gens se déplacent pas, ils prennent 3 photos et si tu as pas renvoyé les photos de maintenant, en fait, peut-être que la garantie peut fonctionner encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils peuvent te rembourser si tu, prends les photos actuellement. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que tu communiques bien avec, la locataire parce que c'est pareil, elle n'a aucun intérêt
à ne pas faire fonctionner la garantie parce qu'elle, ça la rembourse elle aussi quelque part. Elle ne t'a plus, toi sur le dos, même si, je crois que ça doit être remboursé sur le long terme via l'État. Je pense qu'elle serait quand même plus rassurée si la garantie avait pris en charge ce fameux problème. Et donc, juste pour que les gens comprennent bien, la garantie Visale ne s'arrête pas parce que tu as un dégât des eaux. La garantie Visale ne sert que à payer les impayés, mais par contre, il faut que le logement soit décent. Donc, il est possible que, justement cette garantie considère que ton logement ne soit plus décent, mais là c'est pareil, c'est assez, subjectif et si ça l'était avant et que les réparations ont été effectuées, pareil là je n'ai pas le détail, mais si elles ont été faites, il y a aucune raison que la garantie ne fonctionne plus. Après, il regarde bien dans tes contrats, si ça fait plus de 3 ans qu'elle est là, c'est pareil, je n'ai pas l'information, Heu, il faut que tu regardes, voilà, tous ces petits détails, il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas vu, là-dedans. Mais après, bon, j'essaye de croire que la personne est quand même de bonne foi parce qu'elle te vire quand même 160 € de loyer par mois. Évidemment, bon, il reste plus que 110, mais le meilleur choix, c'est est-ce que tu peux vivre avec ça ou est-ce que tu veux, virer la personne? Là, c'est simple, ça va être, des mathématiques. Ce sont les maths, le combien est-ce que tu vas gagner, combien est-ce que tu vas perdre, qui vont te donner, le «là», pour ce logement. Mais, si tu après c'est pareil, si tu te dis: «Bon, c'est pas grave, je peux vivre quand même avec cette perte de 110 € par mois», c'est un calcul à faire. Si tu te dis: «Bon, je pense que dans moins de 10 ans, elle sera partie et en fait, ça me coûte moins cher que de la laisser 10 ans plutôt que de la virer tout de suite et de le relouer», c'est pareil, c'est toi qui fais le calcul, mais attention parce qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas responsable et ce type de personne qui n'est pas responsable, prépare-toi aussi à avoir des travaux dans le logement, parce que tu risques de retrouver ton logement encore plus pourri qu'avant. Voilà, c'est toujours, la même histoire. C'est très rare des personnes qui te tiennent, le logement en très bon état, alors qu'elles ont strictement rien à payer. C'est dans 99 des cas, c'est toujours la même histoire. Et quand je dis que c'est des maths, à calculer, moi ça m'est déjà arrivé. Là actuellement, je loue un appartement pour absolument 0 €. Mais en échange, j'ai un bail de 3 ans avec mon locataire qui lui me refait l'entièreté de l'appartement. Donc, sur l'une de mes sociétés, j'ai pour faire simple, j'ai une association qui louait dans l'un de mes immeubles, mais qui m'ont rendu un appartement vraiment, il fallait vraiment tout refaire et tout démolir. Alors je savais que quand j'ai acheté l'immeuble, là, une association de femmes battues, louait l'un de mes appartements. Ils refaisaient plus ou moins les travaux eux-mêmes et en fait, je n'avais, le droit de rien dire. Le bail était en cours et a été fait par l'ancien propriétaire. C'était un bail que je ne pouvais pas, stopper et dans tous les cas, je savais que les travaux à l'intérieur allaient me coûter extrêmement cher. Donc je les ai laissés, et au moment où ils ont vraiment continué à bien dégrader l'appartement, ils ont décidé de partir. Parce qu'évidemment, quand tu es une association, tu mets des gens qui payent pas et donc ils m'ont, complètement bousillé le bien. Donc j'ai récupéré, cet appartement et j'étais déjà en travaux sur d'autres appartements, actuellement en parallèle. Donc, pour ne pas remettre toutes mes ressources dans, ce bien immobilier, j'ai décidé de mettre un locataire, gratuitement avec un bail de 3 ans, gratuit pour cette personne, qui est actuellement en reconversion professionnelle. Donc en fait, elle avait besoin de se loger, mais elle ne pouvait pas effectuer enfin, elle n'avait pas de quoi payer les loyers. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un très haut poste dans, sa catégorie professionnelle. Heu, pour te donner ses ordres de revenus, on est sur des revenus qui vont atteindre dans les 10 000 €. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va commencer aux alentours de 4 000 € par mois et qui peut monter à 10 000 € avec de très beaux postes qui peuvent même être plus élevés, où tu peux même construire ta propre société. Donc sans aller plus dans le détail, cette personne a eu tous ses diplômes et donc sa reconversion est déjà validée. J'ai décidé de mettre cette personne dans, l'appartement. Je lui ai dit: «Écoute, j'ai un appartement, si tu veux, je te loge gratuitement, mais en échange, tu me fais les travaux». Donc ça arrange tout le monde parce que cette personne, en plus, va recevoir, des aides, donc va être payée pour ça
Et en plus, du coup, me refait, le sol, les plafonds et me gère les travaux. Moi, je gère quand même quelques travaux, donc je refais quand même salle de bain et cuisine, mais je vais pas payer grand chose parce que tout ce qui est démolition, le mur, le sol, le mur, tout va être fait par ce fameux locataire. Il va me gérer les travaux à distance. Il va me gérer les artisans qui vont venir au fur et à mesure et je sais qu'il est très pressé de pouvoir vivre dedans, donc il me refait les travaux gratuitement. Pour le même type d'appartement, je vais te donner des chiffres, j'ai exactement le même type d'appartement dans le même immeuble que j'ai refait pour un peu plus de 50 000 €. Avec ce locataire qui rentre dans l'appartement, je vais payer, à peu près, 9 à 10 000 €. Donc je divise le prix par 5. Mais comparé aux 3 ans de loyer qu'il ne va pas me payer, je m'y retrouve. Je suis gagnant. Donc, étant donné que je suis gagnant, en fait, c'est tout simplement des maths. Je dis: «OK, pendant 3 ans, tu me payes pas, mais en fait, en échange, j'évite moi de payer 50 000 €. Je ne paye plus que 9 à 10 000 €. Donc cette différence de prix, jamais je l'aurais retrouvée en, louant tout de suite avec des loyers. Donc voilà, c'est des maths. Donc tout ça pour te dire que garder ta locataire, toi qui ne payes pas, il faut que tu calcules. Est-ce que ça vaut le coup de la virer tout de suite? Est-ce que ça vaut le coup de la payer pour la virer et de louer plus cher? Voilà, c'est un calcul à faire. Ce sont juste des maths. Il faut garder, l'esprit très froid et rationnel dans ces moments-là. Mais, tu vois, ça tout peut arriver. Donc voilà, tu restes cartésien, tu restes vraiment les pieds sur terre. Un esprit froid, tu calcules comme ça, c'est exactement de cette façon-là qu'il faut faire. Tu évites tout ce qui est émotionnel, donc le truc de: «OK, je vais être gentil, machin et tout», d'accord, il y a un peu d'humain, il faut être humain à certains moments, mais tu n'es pas une banque, tu es là pour, vivre et survivre. On est assez taxé comme ça, donc voilà, c'est à toi de te débrouiller. Les autres personnes ne vont pas essayer de t'aider pour gagner plus d'argent. C'est à toi de t'en occuper. Donc voilà, ce que j'avais à dire pour, la fameuse, question que j'ai reçue. Je pense que dans le prochain podcast, il faut que je te parle, justement d'un mauvais locataire qui s'appelle Sabri Dridi et qui est revenu m'agresser devant chez moi. Donc au cas où tu n'aurais pas suivi l'histoire, c'était un locataire que j'avais dans un local commercial et avec qui je suis parti en procès. Il me doit 10 000 € et aujourd'hui, il est reparti en prison. Il est ressorti de prison. Je l'ai recroisé, tu vois? C'est bien parce que je bosse 14 heures par jour, j'ai des gros projets, j'ai 30 lots à gérer et j'ai ce type d'individu qui, revient me voir. Mais je suis content parce que un peu comme dans, le film, Citizen Vigilante, alors au cas où si tu ne l'as pas vu, enfin il y a de grandes chances que tu l'aies pas vu parce qu'il a été interdit en France. Je suis content de, voir que, tous les gens qui sont autour de moi ont partagé parce qu'en fait, pour faire simple, je l'ai pris en photo et je l'ai affiché sur les réseaux sociaux et rien que dans mon petit village de 1 000 habitants, j'ai eu plus de 1 000 partages. Donc en fait, je suis content de voir que, la population commence à se réveiller face à ce type d'individu. Donc peut-être que j'en ferai un podcast, on verra. En attendant, je conclus sur ce podcast pour te dire, de ne pas hésiter à me contacter. Voilà, il était un peu plus court parce que je n'avais rien préparé et j'ai vraiment très peu de temps en moi. Mais bon, je tiens quand même à les faire parce que je prends quand même beaucoup de plaisir à les faire et à partager, tout ça. Donc si tu as ce type de questions, n'hésite pas à me contacter. Même si tu as des questions plus perso et que tu ne veux pas que j'en parle en podcast, je peux te répondre et je n'irai pas sur les détails en podcast. Je pense que, du haut de mes 13 ans d'expérience, je peux t'aider et te donner surtout des informations et des choses que des professionnels, ne pourraient pas te donner, légalement. Donc n'hésite pas à me contacter, je suis là, je réponds à tout le monde, enfin quand je vois les messages et que j'ai le temps de les consulter. Mais en attendant, je te souhaite, une bonne journée. C'est la fin de la canicule donc c'est super, pourvu que ça dure et en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.